Donc il y a une idée assez répandue qui est celle selon laquelle le conflit en Syrie serait un conflit national, une guerre civile, mais finalement il n'y aurait pas derrière aussi d'autres acteurs plutôt régionaux et non pas uniquement syriens. Alors, à l'origine, les troubles, euh, donc en mars 2011, hein, les troubles qui émergent en Syrie, d'abord à Dera dans le sud, ces troubles-là ne sont, à mon avis, pas suscités par des services ou il y a eu une réelle mobilisation d'une partie de la population. Selon les chiffres du Quai d'Orsay, il y aurait eu environ 400 000 manifestants. Euh, et évidemment, il y a eu très vite des tirs dans la foule, très vite des politiques de répression avérées, mais en même temps, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dès le départ, dès les premières semaines de ces troubles, il y a eu des exactions qui ont été commises, notamment contre les forces de l'ordre. On peut penser à 88 soldats qui avaient été égorgés, massacrés, en tout cas, je crois à la fin du mois de mars 2011. Ça n'avait pas eu d'écho particulier dans la presse occidentale à ce moment-là. Donc il y avait déjà des tentatives de déstabilisation intérieure dès le début. Mais ce qui n'empêchait pas qu'il y avait une réelle volonté d'une partie de la population syrienne de changer de dirigeant ou au moins d'obtenir des réformes plus importantes. Alors ensuite, évidemment, dans ce genre de conflit et dans cette région du Moyen-Orient, des acteurs régionaux se sont impliqués progressivement pour différentes raisons. Mais je pense que les trois principaux acteurs dans cette guerre, au sens principaux, ceux qui avaient peut-être le plus d'intérêt à renverser Assad, étaient d'un côté les Saoudiens, les Israéliens et les Américains, pour une raison qui ne relève pas uniquement de la Syrie, mais d'un contexte d'espèce de guerre froide régionale qui explique, à mon sens, l'implication justement d'Israël, des États-Unis et de l'Arabie Saoudite dans la guerre en Syrie derrière la rébellion. Pas uniquement ces pays qui étaient impliqués derrière la rébellion, mais notamment ces trois puissances-là. Et ensuite, ça explique aussi l'implication américaine, israélienne également, par le biais de compagnies privées, mais aussi évidemment saoudiennes, dans la guerre au Yémen, contre des forces, les forces houthis chiites. Pourquoi ? Parce que dans ces deux conflits, on observe que c'est une forme de guerre par proxy qui s'impose, c'est-à-dire que les Iraniens au Yémen soutiennent donc la rébellion houthie chiite, mais à côté de ça, en Syrie, l'Iran s'est aussi a aussi soutenu Bachar el-Assad avec le Hezbollah qui s'est impliqué en particulier depuis 2013 dans ce conflit-là, qui a contribué à sauver le gouvernement syrien. Et évidemment, on a une guerre par proxy qui, dans un nombre croissant de pays, est observable. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'envoyer des troupes, comme par exemple les Américains ne voulaient pas envoyer de troupes en Syrie, eh bien, on va soutenir des rebelles. Mais à côté de ça, évidemment, le Hezbollah est soutenu par l'Iran, et des officiers iraniens ont eu un rôle important dans la guerre en Syrie. Donc on a une espèce on a des guerres par proxy qui en fait prennent les populations malheureusement en étau. Alors il y a quelque chose qu'il faut pas perdre de vue, et je pense que la situation par rapport à la Syrie avait été très bien résumée par le général Wesley Clark, qui était commandant de l'OTAN, si mes souvenirs sont bons, jusqu'en 2000 ou 2001, mais pas plus tard. Et cet homme, en 2014, donc cet homme qui reste connecté au milieu du renseignement, au milieu de l'armée américaine, qui est très bien informé, avait expliqué en 2014, aux heures de grande écoute sur CNN, qu'en fait Daesh avait été initialement créé par les alliés moyen-orientaux des Américains pour combattre le Hezbollah. C'est-à-dire qu'il disait, si vous voulez combattre le Hezbollah chiite, donc sous influence iranienne, vous n'avez pas, selon ses propres termes, vous n'allez pas placarder une affiche en disant, regardez, rejoignez nos rangs, on va rendre le monde meilleur, on va faire la guerre contre le Hezbollah. Non, il expliquait, le général Clark, qu'il fallait soutenir en sous-main ces groupes djihadistes de manière à contrer l'influence du Hezbollah, donc en arrière-plan de l'Iran. Mais finalement, ce qu'a oublié à mon avis dans son analyse le général Clark, d'une part c'est de préciser quels étaient ses alliés, ce qui a donné lieu à des spéculations, est-ce qu'Israël ne serait pas derrière Daesh, vous voyez, mais
C'est pas ce qu'il a dit. D'ailleurs, moi j'ai envoyé plusieurs demandes de clarification au général Clark pour écrire mon livre, mais malheureusement il m'a pas répondu. Peut-être qu'un jour je le rencontrerai. Mais il a oublié aussi de dire que Daesh n'avait pas que l'utilité de combattre le Hezbollah. C'est-à-dire que Daesh, surtout, était une organisation qui combattait en général l'influence chiite, l'influence iranienne dans la région. Puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où les États-Unis ont renversé Saddam Hussein, donc l'élite sunnite en Irak, les chiites ont pris le pouvoir et se sont mis à opprimer les chiites. Donc, pardon, excusez-moi, je me suis minorité, oui. Donc, en fait, le pouvoir sunnite, l'élite sunnite est tombée avec Saddam Hussein, les chiites ont pris le pouvoir, et ils se sont mis à opprimer les sunnites. Et beaucoup de chercheurs expliquent que c'est aux origines de... Enfin, ces politiques-là sont aux origines de Daesh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on opprimait les sunnites, ces gens se sont rebellés progressivement, notamment des officiers de l'armée irakienne, etc. Mais ce qui se passait, c'est que l'Irak donc basculait sous domination chiite. Il faut savoir que la Syrie est traditionnellement un allié de l'Iran, et que le Hezbollah combat l'influence d'Israël dans la région, et enfin combat Israël au niveau du Liban, donc, et plus généralement au Moyen-Orient. Donc, en fait, c'est créé ce que le roi Abdallah de Jordanie avait appelé en 2002 le croissant chiite. Se crée à l'époque ce que le roi de Jordanie prévoyait comme une sorte de formation d'un croissant chiite. Et Daesh, les groupes djihadistes qui ont été soutenus en Syrie, coupaient ce lien territorial entre l'Iran via la Syrie, l'Irak et le Liban. Et donc à partir de là, on peut considérer que Daesh avait une véritable utilité géostratégique pour des pays comme l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe traditionnellement ennemis de l'Iran, mais également pour Israël et les États-Unis qui sont alliés à l'Arabie Saoudite, vu l'antagonisme qui existe entre l'Iran et ces différents pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour résumer mon propos, la révolution en Syrie est réelle, des gens se sont rebellés, réellement, des gens ont demandé des réformes, ont demandé, voire même le départ de Bachar al-Assad, ces mouvements-là ont été réprimés, mais on a oublié qu'il y a eu très vite des attentats ou des tirs dans la foule qui ne provenaient pas nécessairement, d'une part, des troupes syriennes ou de la police syrienne, donc il y a eu des actes de déstabilisation très précoces, et surtout, ensuite, il y a eu une régionalisation puis une internationalisation du conflit avec un nombre croissant d'acteurs qui s'impliquaient, de manière isolée ou coordonnée. Et l'aspect, je dirais, le plus coordonné de cette guerre au niveau international a été l'opération Timber Sycamore dont je parle dans mon livre, une opération coordonnée par la CIA et impliquant une quinzaine de services spéciaux et qui visait à former et à armer massivement des rebelles anti-Assad dont ils se sont avérés, malheureusement, qui n'étaient pas aussi modérés qu'on nous les a présentés dans les médias, en tout cas occidentaux.